France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre grand forum en ce mardi 3 avril. J'espère que tout va bien pour vous. Et je vous souhaite d'ores et déjà, bien écoutez, bon courage pour rentrer chez vous ce soir. Ça promet d'être corsé, évidemment, au vu d'un trafic quasi à l'arrêt pour certaines lignes, surtout en région parisienne, région la plus touchée d'ailleurs par cette grève de la SNCF, ce qui ne t'a pas empêché de venir et d'accéder à nos studios, ma chère Anan. Exactement, toujours à l'heure et présente dans le respect de nos chers auditeurs et auditrices. Bonjour à tous, salam alaikum. C'est toujours bon d'être rappelé. Merci beaucoup Anan. Bienvenue, ça y est, on a retrouvé notre maison, voilà, après s'être délocalisé samedi dernier au Bourget. Il y a moins de monde, c'est plus calme, c'est plus tranquille. Bon, alors c'est parti jusque 18h sur France Maghreb 2 avec monsieur Nasser Lajili qui n'est pas à l'heure pour l'heure. Donc on va l'attendre évidemment, mais en attendant, voici le programme pour cette émission sur France Maghreb 2 jusque évidemment 18h. Voilà, c'est parti pour le programme. On y va. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, invité Mohamed Kelissi de Herménéo. C'est un colloque qui réunira de nombreux acteurs associatifs et représentants de structures ce samedi prochain. Nous y reviendrons et en détail. Dans un instant, Anan Chari qui est auteur de Ma mère patrie. Nous y reviendrons tout à l'heure, bien sûr. Sans oublier les avis tranchés de Anan Zawadi et de Nasser Lajili. La question LGF du jour. SNCF, approuvez-vous ce mouvement de grève des cheminots aujourd'hui, qui a débuté aujourd'hui et qui va durer d'ailleurs 3 mois, tous les 2 jours, toutes les semaines. Eh bien vous répondez oui ou non sur Facebook, France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Et nous terminerons bien sûr tout à l'heure cette émission par un bon libertad. Merci d'être avec nous avec Anan Zawani et monsieur Nasser Lajili. C'est pas votre première ensemble, non? Vous avez déjà fait une émission? Non, il me semble pas. Enfin, on a dû en faire, mais on n'était pas si, votre que tous les deux. C'était au Bourget. Puis c'était au Bourget, oui. Au Bourget, ouais. Bon. Ah, t'as vu, mais on dans est bien les avec studios, Anan. c'est différent. Tu sais très bien dans le studio. Mais la première, même la première, on l'a pas faite ensemble, parce que tu l'avais fait avec Nadir. Bah oui, Kaya. voilà, c'est Voilà. ça. Nadir C'était Kaya qui ça, sera là ouais. demain avec Hicham Terak d'ailleurs. Bon, alors, on va accueillir notre invité dans un instant, mais juste avant, je voulais que, on vous pose la question du jour. Aujourd'hui démarre donc une grosse série de grèves qui vont s'étaler jusqu'au 28 juin prochain. Donc vous faites le calcul simple, hein, c'est-à-dire 2 jours de grève, 3 jours de trafic normal, 2 jours, 3 jours, 2 jours, 3 jours. Et ce jusqu'au 28 juin. Donc prochaine grève. Pendant demain, 3 mois, quoi. Voilà, c'est ça, pendant 3 mois. Demain grève. Jeudi, vendredi, samedi, trafic normal. Dimanche, lundi, grève. Voilà. Donc, bon courage et patience, évidemment. D'autant plus qu'a priori, d'après les informations qu'on a, il y en a qui ont pu peut-être venir avec difficulté ce matin au travail, mais qui vont avoir de grosses galères ce soir pour rentrer, puisque, il y a des lignes qui affichent un trafic nul ce soir alors qu'elles marchaient ce matin. Donc ça va être sympa ce soir. Ouais, je ferai des petites vidéos de live sur Facebook, tiens, hein, pour vous montrer un petit peu l'ambiance de la gare de Lyon ce soir. Voilà. Hein, ça peut être pas mal ça. Bon, alors justement, la question on vous la pose, est-ce que vous approuvez ce mouvement de grève? Je dois dire que je suis assez étonné. Alors, je sais pas si on repose la question dans 2 mois, si ça sera le même résultat, mais pour l'heure, vous êtes 70% sur Facebook à approuver ce mouvement de grève, sur France Maghreb 2 pour voter évidemment, et sur Twitter, qu'est-ce que ça donne? Sur Twitter, 42% de oui, 58% de non, donc c'est un peu plus tranché. Oui. Mais bon, peut-être qu'avec le hashtag je ne soutiens pas le mouvement de grève, ça aide aussi, quoi. Ah oui, le hashtag je soutiens la grève, je crois, était en tête ce matin. Oui. Voilà. Et encore une fois, attendons d'ici peut-être 2 mois, enfin peut-être même 1 mois. Les gens vont certainement vite changer d'avis. Alors pourquoi les cheminots font grève, ma chère Hanan? Justement, j'ai demandé conseil à Damien Charles, donc je lui ai demandé des petites explications. Donc il m'a envoyé un petit document où il m'explique que le premier problème, en fait, c'est le rapport Spinetta, donc qui est commandé par le gouvernement et dirigé par l'ancien directeur d'Air France. Un rapport en fait orienté où les chiffres évoqués frôlent la falsification et des propositions alarmantes également. Donc comme fermer toutes les lignes secondaires de France qui ne seraient pas suffisamment rentable. Ouais. Donc on rappelle aux auditeurs et auditrices que le train n'est rentable dans aucun pays d'Europe. Ce rapport, il explique également que la SNCF est très dépensière et gère mal son budget. Donc voilà,
Donc le rapport Spinetta, donc c'est ce qui a influé le gouvernement à réformer le statut des cheminots, donc qui est la principale raison actuelle des grèves annoncées. Donc le rapport nous explique que les cheminots coûtent trop cher comparé aux salariés d'une entreprise lambda, et que leur statut serait la cause de l'endettement de la SNCF. Donc c'est encore une fois entièrement faux. D'abord parce qu'aucun calcul ne permet aujourd'hui de valider cette thèse. Ensuite parce que les comptes de la SNCF montrent qu'aujourd'hui c'est l'ouverture des nouvelles lignes de TGV qui a continué d'augmenter cette dette. Donc voilà, en partie. Et puis donc effectivement le fait de privatiser aussi et de remettre donc il y a également privé les lignes. Il y a le statut du cheminot, donc qui est protecteur, qui permet en fait à partir d'une caisse de retraite, donc la CPR, que les plus jeunes cotisent. J'ai passé à Marseille, je crois. Je sais pas. Oui. Que les plus jeunes cotisent pour les plus âgés. Donc à ce sujet, donc on rappelle à nos auditeurs que les cheminots cotisent à hauteur de 14% de leur salaire pour leur caisse de retraite, et que c'est bien plus que dans le reste du monde du travail. Donc le gouvernement veut garder le statut des cheminots actuels, mais le supprimer pour les prochains recrutés. Oui. Et c'est là en fait que le problème de taille se pose. Si les jeunes cheminots n'ont plus le statut, ils ne cotiseront plus pour la caisse de retraite. CPR, donc, dans ce cas, qui financera la retraite de ceux qui ont encore le statut? Sachant que la SNCF coûte en moyenne 1 000 euros par Français, hein. Voilà. Les trains et compagnie, donc 1 000 euros par Français, même si tu prends pas le train, Nasser, tu payes quand même, quoi qu'il en soit, 1 000 euros par an pour la SNCF. Incroyable. Donc voilà, donc cette grève de la SNCF, il faudrait bien entendu la soutenir. Donc bien entendu que ça nous dérange dans nos transports, mais à un moment, c'est comme toutes les luttes sociales, syndicales. À un moment, il faut que le bras de fer se fasse avec le gouvernement pour préserver les droits des cheminots actuels et puis des futurs cheminots, tout simplement. Est-ce que vous approuvez cette grève? En tout cas, vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter @GF officiel. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Vous avez compris que la tendance n'est pas forcément la même entre les deux réseaux sociaux. Facebook, vous êtes en majorité à soutenir. Sur Twitter, c'est l'inverse. Vous ne soutenez pas cette grève pour l'heure. @GF officiel sur Twitter, Facebook, France Maghreb 2 pour peut-être faire changer un petit peu les résultats. N'hésitez pas à voter. On vous attend, bien sûr, et pourrez nous donner votre avis au 01 40 33 9000. Nasser, là-dessus, sur la grève? Ouais, non, mais là-dessus, je pense que, effectivement, Hanan, elle a bien expliqué les revendications des cheminots. Et en même temps, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que faut arrêter aussi l'hypocrisie dans le sens où les gens qui nous disent à longueur de journée, oui, mais ça se répercute sur chez nous, on peut pas aller travailler tranquillement. Mais il faut comprendre. L'objectif, c'est aussi de comprendre pourquoi ils sont en grève. Elle est là la vraie question. Quand on regarde les médias aujourd'hui qui nous parlent quotidiennement, on va dire au quotidien, de dire essayer de trouver du covoiturage, etc., et que on se pose même pas la question de mais pourquoi il y a grève, et qu'on essaye d'effacer ce point-là, je pense qu'à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités et que voilà, qu'on soutienne aussi des gens qui sont en grève, et c'est un droit en France d'être en grève, même si ça dérange. Bon, très bien, on va passer à un autre sujet, comme quoi dans cette émission on parle absolument de tout, et nous sommes avec Hanan Chari. Bonsoir Hanan. Bonsoir, merci de me recevoir. Bonsoir Hanan, bienvenue sur France Maghreb 2. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre qui a très bien marché, qui s'appelle Ma mère patrie. Vous êtes donc la fille de Fatima. Fatima a été la première à avoir été percutée et donc tuée par ce camion fou qui a roulé sur la promenade des Anglais. C'était un 14 juillet 2016 en plein feu d'artifice, évidemment. 2016, non, 2016, hein. On est d'accord, Nana. Ouais, c'est ça, 2016. 2016. Ce camion qui a quand même réussi à faire combien? 200 mètres sur la promenade des Anglais avant d'être neutralisé par les forces de l'ordre. Hanan, j'allais dire, je me pose la question tout bêtement aujourd'hui, 2 ans après. Est-ce que, j'imagine que la cicatrice évidemment n'est pas refermée, mais est-ce que vous avez pu faire votre deuil? Pas du tout, je pense pas. Vraiment, je pense pas. Le deuil, c'est vraiment un processus assez compliqué parce qu'on change de vie malgré nous. En fait, c'est pas un choix, ça nous prend d'un coup et on n'a pas le choix. C'est un tournant dans la vie qu'on prend et on n'a vraiment pas le choix. Et je sais pas si je pourrais définir vraiment si c'est terminé. Je pense pas. Je pense que on apprend juste à vivre avec. Uniquement. Hanan, est-ce que ce livre finalement, avant de laisser la parole, afin qu'ils puissent vous poser leurs questions aussi, Hanan Zamani et Nasser Lajili, est-ce que ce livre a été une sorte de thérapie?
Ouais, complètement. Partiel, je dirais, mais ça reste quand même une thérapie. C'est un exutoire, vraiment. Ça permet de poser les mots MOTS et les mots MAUX. Donc c'est un défouloir aussi. Ça permet. Voilà, j'ai mis toutes mes peines, mais surtout aussi mes espoirs. Donc ça a vraiment fait partie de ma thérapie. Ouais. On rappelle d'ailleurs, vous racontez dans ce livre la manière dont vous avez été interpellé lorsque vous êtes rendu sur cette fameuse promenade des Anglais pour vous recueillir. Ça a été des propos extrêmement durs à entendre, surtout quand on vit un drame, quand on perd sa mère, et d'entendre vous n'êtes pas chez vous, retournez d'où vous venez, etc. Enfin ça c'est les plus gentils, j'allais dire. Vous avez entendu bien pire, ça c'est dur à encaisser. Oui, complètement. Surtout après un deuil, comme je disais, c'est un processus. Et c'est vrai que ces personnes-là, elles ont intervenu à un moment où il fallait pas. Enfin, de toute façon, elles n'ont pas à intervenir, mais c'est vrai que c'est un moment très difficile de ma vie, d'entendre des choses très difficiles comme tant mieux, ça en fait une en moins. Voilà, c'est dur. Déjà, on perd les personnes chères de façon brutale, puis ensuite on se fait agresser de façon brutale. C'est compliqué, ouais, malheureusement. Comment vous réagissez lorsque on apprend malheureusement un nouvel attentat comme ce qui s'est passé il y a récemment là du côté de Carcassonne? Qu'est-ce que ça vous fait à chaque fois? Pour ma part, bizarrement, hein. J'en avais déjà parlé après les attentats en Allemagne. C'est vrai que pour ma part, personnellement, je pense tout de suite aux familles de victimes, en fait, tout simplement parce que j'ai été à leur place. Et je me dis, mais là, au jour d'aujourd'hui, là, je sais exactement ce qu'elles ressentent et j'ai énormément de compassion pour elles. C'est vrai que enfin voilà, je sais dans quoi ils vont se lancer, je sais dans quoi ils vont tomber, je sais dans ce qui les attend, en fait. Donc je me dis, les pauvres, en fait, et c'est vrai que je ressens énormément de compassion pour les familles des victimes après les drames, quoi. Est-ce que l'État français vous a aidé après le drame, Hanan Chari? Complètement. C'est vrai que j'ai pu discuter avec d'autres pays, notamment l'année dernière avec une députée belge. Oui. C'est vrai qu'ils n'ont pas du tout les mêmes aides que nous, que ce soit psychologique, financier, médical. Ça n'a rien à voir avec la France, vraiment. Il faut dire quand ça va pas, mais il faut dire aussi quand ça va aussi. Et en l'occurrence, tout ce qui a été post-attentat, vraiment, ça s'est très bien passé, que ce soit au niveau de médical, au niveau psychologique, etc., judiciaire, vraiment juridique plutôt. Ça a été vraiment, l'État français, je pense qu'il a été présent. Pour ma part, je pense qu'il a été présent. C'est un petit peu long par moment, mais il y a quand même une présence, il y a quand même une écoute, et ça, je trouve que c'est vraiment important. Une Hanan qui va parler à une Hanan Zawani. Oui, bonjour Hanan, enchantée. Bonjour Hanan, enchantée. Alors, moi, le sujet sur lequel je souhaiterais que tu rebondisses, Hanan, c'est sur le fait qu'on nous pointe du doigt, effectivement, nous musulmans, quand il y a des attentats, notamment, on dit de nous en fait qu'on ne réagit pas et qu'on est totalement silencieux face à des événements dramatiques. Donc voilà, c'était. Alors je sais pas moi si au-delà de ce livre, tu milites pour la paix ou je ne sais pas. Mais en tout cas, toi, qu'est-ce que tu aurais à dire à ce contre-courant qui dit qu'on n'est pas présent en fait pour porter notre parole et venir soutenir les victimes du terrorisme, à savoir que nous-mêmes en tant que Français de communauté musulmane ici en France, on est les premières victimes du terrorisme et que par-delà le monde, nous seuls, les musulmans, sont les premières victimes du terrorisme. Solidarisation, dont je suis complètement pas d'accord avec ce mot. On entend souvent dire les musulmans, il faut vous désolidariser. Oui. Et je reprends ce que Marwan Mohamed a dit, qui est une chose très intéressante. Il avait dit, je me désolidarise pas. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que j'ai été solidaire auparavant. Donc je comprends pas pourquoi on nous demande sans cesse de nous désolidariser alors que on n'a jamais été d'accord avec eux, on n'a jamais été solidaire avec eux. Donc c'est encore un débat malheureusement. Et ensuite, je suis pas complètement d'accord avec ceux qui disent que les musulmans on les entend pas ou on les voit pas. Après les drames comme Charlie Hebdo, comme les attentats de Nice ou les attentats du Bataclan, j'ai vu des musulmans descendre dans la rue. Peut-être que des personnes jugeront que c'est pas assez, mais
mais quand même, il y a eu des musulmans je vais souvent faire la prière à la mosquée, par exemple, dans les sous-bois, le vendredi. Et c'est vrai que les prêches, généralement, du vendredi après un attentat, presque tout le temps, voire tout le temps, portaient sur l'attentat, portaient sur l'hommage, portaient sur sa vie de citoyen, la compassion, etc. Donc, dire que les musulmans ne participent pas, on va dire, à la compassion, je trouve ça un peu injuste pour ma part. Alors c'est totalement injuste, tu as raison, Hanen. Alors il y a Vincent Gézer qui est co-auteur de Musulmans de France, la grande épreuve, qui justement va à contre-courant de cette idée comme quoi on serait solidaire, ou en tout cas comme quoi on ne descendrait pas dans la rue, on ne réagirait pas face au terrorisme. Et il explique justement que les musulmans, en fait, confrontés au terrorisme, ils réagissent d'abord en tant que citoyens français, et même en tant qu'individus ordinaires confrontés à la violence et l'horreur. Et je te rejoins totalement, Hanen. C'est totalement inadmissible qu'on veuille qu'on se désolidarise alors qu'on est présent, et que ça nous touche comme tout un chacun. Donc ça nous touche comme des citoyens français, tout simplement, ni plus ni moins. Notre religion n'a rien à voir là-dedans. Quand on réagit face à l'horreur, face au drame, face à des meurtres, on réagit avec notre âme d'être humain. Tout simplement. Avant de laisser la parole à Nasser Lajili, moi j'ai une petite question. Est-ce que vous, on parlait tout à l'heure du soutien de l'État français, vous nous disiez donc que oui, il a été à la hauteur pour le coup, après cette dure épreuve que vous avez dû traverser, vous et votre famille d'ailleurs, hein, parce que vous n'êtes pas seul, Hanan. Mais est-ce que vous avez aussi ressenti un certain soutien de la communauté, dite communauté? La communauté, oui, honnêtement, complètement, vraiment complètement. J'ai rarement vu une solidarité comme ça, mais c'est vrai que de la communauté musulmane, mais vraiment à l'échelle internationale, ça a été impressionnant après le drame du 14 juillet. J'ai eu énormément de messages sur Facebook. J'ai pris le temps de les lire. J'ai pu voir que des mosquées en Colombie nous ont transmis leurs condoléances. J'ai eu des personnes anglaises, etc., me dire vous savez, on a parlé de votre mère pendant le prêche de vendredi qui a suivi le 14 juillet. Et c'est vrai que ça a été très touchant, et vraiment je l'ai ressenti auprès de la communauté musulmane. J'ai ressenti un vrai soutien. Nasser Lajili. Non, moi alors déjà bonjour Hanan. Je voudrais tout simplement déjà la féliciter, parce que je sais que Hanan, elle fait le tour aussi, elle essaye de s'impliquer dans les quartiers, parce que je sais qu'elle était à Gennevilliers il y a pas très longtemps, où elle a essayé de donner aussi un point de vue sur des questions et essayer de sensibiliser les gens. Moi, je voulais juste déjà savoir si ce que j'ai vu à travers les médias, que il y a des membres de ta famille qui n'ont pas lu le livre parce qu'ils ne souhaitaient pas, ou parce qu'ils se sentaient pas prêts à le lire, parce que voilà. Et apparemment, à un moment donné, c'est ce que j'ai lu à travers les médias, qu'à un moment donné, ils avaient lu 2 pages, et au bout de la 2e page, ils ont commencé à pleurer et dire que je peux plus continuer à lire ce livre-là parce que ça me retarde. Et est-ce qu'aujourd'hui, ils ont pu le lire, oui ou non? Et la deuxième question que je voulais poser, Hanan, quel était ton message que tu souhaites passer à travers ce livre? Parce que beaucoup de gens aussi se posent, ceux qui ne l'ont pas lu, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Alors pour la première question, c'est vrai que ma famille, non, ils n'ont toujours pas lu. Et c'est vrai que je l'avais raconté dans les médias. C'était juste après avoir reçu mon livre, un petit peu après la sortie. J'en avais ramené à ma famille. Puis un soir, je sors, je rentre. Et je vois ma famille en pleurs. Je me dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Mon père était dans la salle de bain, il est parti, s'enfermer dans la salle de bain, un peu comme un gosse, malheureusement. Et ma sœur me dit, non mais écoute, on a les 2 pages, on n'arrive pas. Je leur ai dit, mais pourquoi vous l'avez lu? Moi-même, lorsque j'ai relu mes épreuves, que la directrice de l'édition m'a dit, relis, etc., et ensuite tu nous l'envoies aujourd'hui, j'ai eu du mal. Vraiment, j'ai eu du mal. Je me suis dit, mais en fin de compte, il est vraiment dur. C'est vrai que même pour les personnes, même pas ma famille, pour les personnes qui me connaissent et qui ont lu mon livre et qui m'ont dit, mais franchement, c'est quand je l'ai lu, ça a été vraiment difficile. Donc ils l'ont toujours pas lu, et je les comprends, et je pense pas qu'ils liront de sitôt. D'accord. Puis ensuite, le message du livre, en l'occurrence, c'était en premier lieu 2 hommages en fait. Le premier, c'était pour ma mère, qu'on aime tous nos mamans, et qu'on a tous une maman, et qu'on est tous, on sait tous ce que c'est qu'avoir une maman, voilà. Et le deuxième pour ma mère patrie, donc du coup ma France, avec laquelle j'ai grandi, avec laquelle
j'ai étudié, avec laquelle je travaille, où je me suis formée, où je paye des impôts comme tout le monde. Enfin voilà, c'est ma France et voilà. Donc c'était 2 hommages que je voulais rendre. Surtout à la sortie du livre, on était en plein dans les élections et j'entendais, on a pu entendre de tout jusqu'au débat qui a été quand même historique, mais on a pu entendre toutes sortes de bêtises vis-à-vis de ma religion et de ma communauté, et en l'occurrence de ma France aussi. Finalement, ce message que vous transmettez à travers votre livre est un joli coup de nez contre ce qu'on appelle aujourd'hui la fachosphère. C'est ça. La fachosphère, c'est bon pour moi. On va dire, je leur prête pas tellement attention parce que je considère qu'ils sont cachés derrière leur écran de télé, sur un petit clavier à pianoter, etc. Mais malheureusement, ce qui me chagrine, on va dire, et ce qui me désole par-dessus tout, c'est que certains politiques reprennent leurs propos, et c'est ça que je trouve très grave parce que ils ont un certain pouvoir, c'est qu'ils sont entendus. Donc, un minimum, c'est de faire attention à ce qu'on dit, peut-être pas tourner sa langue 7 fois, mais une bonne dizaine de fois. Et de réfléchir vraiment parce qu'il y a vraiment des conséquences. Encore une personne sur Twitter, voilà, on en a tous vu, on va dire, on leur prête pas attention tant que ça, mais un politicien, c'est vraiment grave. C'est une autre échelle et il y a d'autres conséquences, en fait. Donc il est là le souci, c'est que ça me chagrine d'entendre, par exemple, NKR parler elle avait parlé de quoi? Elle avait parlé de koufarisme. Sur un plateau à grande audimat, mais franchement, elle aurait juste tapé sur Google koufarisme, elle aurait vu que d'un point de vue étymologique, c'est pas possible. Franchement, ce groupe-là, s'il existe, j'aimerais bien le rencontrer parce qu'ils sont spéciaux, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est des choses comme ça qui sont qu'on voit à la télé, qu'on entend à la radio, qui sont graves. Et malheureusement, on leur donne, les médias aussi ont un rôle où ils leur donnent la parole, ils relaient leurs propos, donc ça a des conséquences terribles. Et ça fait grandir que l'islamophobie, en fin de compte. Cette idée du livre, de quelle manière pensez-vous, Hanan Chari, qui est avec nous en direct sur France Maghreb 2, aurait accueilli ce livre, votre maman, Oula Rahma? Très bien, je pense que très bien, elle aurait été très fière. Très fière. Est-ce qu'il y a un éventuel deuxième livre, une suite? Non, la suite, pour le moment, c'est l'association. Je suis en train de me battre, on va dire, pour. Mais d'ailleurs, Hanan, tu peux en parler de ton association, c'est important. Alors en fait, elle s'appelle Ma Mère Patrie aussi, et elle a été créée en mois de juin. On n'a pas encore commencé les actions. Pourquoi? Parce que j'ai préféré canaliser, on va dire, toute mon énergie et toute ma motivation sur vraiment pas beaucoup d'actions. Oui. En fait, j'ai décidé surtout, justement, après les attentats, on a pu voir que c'était des jeunes qui faisaient des drames ou qui partaient en Syrie. Et dans les statistiques, c'est toujours les jeunes, entre 18 et 25 ans, voire jusqu'à 50% de convertis. Donc je me suis dit, un réel problème en fait. Donc voilà, j'ai préféré m'attaquer, on va dire, au plus gros, à la plus grosse partie, parce qu'après il y a d'autres parties et il y a plusieurs profils différents qui basculent. Et donc du coup, j'ai la fibre, on va dire, de l'association, ça reste l'éducation. Donc en fait, ce que je voulais faire, c'est la plus grosse action, on va dire, c'est d'emmener des jeunes qui sont en décrochage scolaire et ou social, donc susceptibles c'est de la prévention en fait. Je voulais faire de la prévention contre la radicalisation et les emmener en voyage humanitaire, parce que je pense qu'aller au jet ski, à la plage aussi, enfin voilà, on a déjà fait ça dans les cités et je sais pas s'il y a eu un réel résultat. Alors que moi, je pense les emmener, excusez-moi, entre guillemets, charbonner, c'est ce que je voulais faire. Bien sûr. Pourquoi? Parce que je pense que déjà tout être humain, il a un sentiment d'empathie. Je pense pas qu'il soit exclu chez ces jeunes. Et vraiment le développer ce sentiment d'empathie, et aussi quelque part, donc voilà, créer, qui grandissent humainement, qui grandissent, dans la pensée, etc. Puis ensuite, lorsqu'ils reviennent, j'aimerais aussi qu'ils réalisent la chance qu'ils ont d'être en France, en fait. D'avoir l'école gratuite, d'avoir toutes les facilités que dans d'autres pays n'ont pas. Donc c'est deux messages, deux actions importantes, avec une action plutôt avec deux objectifs. Oui, alors justement, ça vous fera l'occasion de venir cette fois-ci physiquement dans le studio pour nous en parler dès que ça se fera, et on espère en tout cas le plus rapidement possible. On rappelle donc le livre Ma Mère Patrie. Il y a une page Facebook pour l'association. Oui, il y a une page Facebook, ouais.
Alors c'est quoi? Qui s'appelle Ma mère Patrie Ma aussi. mère Patrie aussi, ouais. D'accord. On va peut-être la partager sur Christophe Le Grand Forum. Hein, comme ça sera fait. Et ben merci beaucoup en tout cas Hanan Chari. Merci Hanan, à très Merci bientôt. à vous, merci Hanan, merci Nasser, merci. De rien, merci. Merci, à bientôt Hanan Chari, donc voilà. auteur du J'ai livre. cliqué sur j'aime Ma mère Patrie. Voilà. Ah bah c'est rapide, dites Facebook, donc. ah bah oui, action-réaction. Ah, absolument. C'est ça qu'on aime chez Hanan Zawani. Dans un instant, justement, Hanan Zawani, son avis tranché. On va parler de quoi? Tiens, j'ai oublié de te demander. Ah bah alors on va parler des ascenseurs en panne. Ah, les ascenseurs chers dans les auditeurs, immeubles, tout ça, Dans non? les immeubles, oui. Ça, Ouais. vous devez connaître ça, non? Bah, Toi t'es en pavillon, mais ouais, non mais avant d'être en pavillon, Mais le j'étais problème, j'étais en cité, hein, j'habitais au concerne- 15e, hein, j'en Voilà. ai fait des... le problème concerne des milliers de personnes, donc un avis tranché là-dessus. Donc n'hésitez pas, chers T'es auditeurs tombé et en panne auditrices. récemment, non? Non, pas du tout. J'ai pas d'ascenseur où j'habite, Ah bon. mais une mère de famille qui habite à Villetaneuse avec un fils qui est polyhandicapé Ah oui. Ouais. n'a plus d'ascenseur. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est le LGF, le Grand Forum, tous les jours de 16h à 18h. Et on ne fait pas grève. Nous, on est là, on bosse. Des acharnés comme jamais. Hanan Zawani et Nasser Lajili qui sont avec nous, bien sûr, en ce, mardi après-midi. Nous sommes le 3 avril et nous allons démarrer tout de suite notre premier avis tranché. Il est signé Hanan Zawani. 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et on va parler des ascenseurs en panne, ma chère Hanan Zawani. Christophe. Alors, ascenseur en panne dans les quartiers populaires et ascenseur social bloqué, les deux faces amères d'une même pièce. Le scandale des pannes d'ascenseurs, notamment dans les quartiers populaires, est dénoncé depuis des années. On ne compte plus les milliers d'habitants excédés comme vous et moi. La France est le seul pays des capitalistes et le seul pays des pays capitalistes occidentaux à avoir choisi massivement des bars et des tours pour résoudre la crise du logement. Résultat d'une bien mauvaise décision de politique de la ville, plusieurs collectifs, dont le collectif Plus d'ascenseurs en panne mené par Fouad Ben Ahmed, s'activent dans les banlieues françaises et dénoncent un mépris total des bailleurs sociaux et un sentiment généralisé de deux poids, deux mesures. La révolte gronde contre les pannes d'ascenseurs à répétition qui rendent la vie impossible aux locataires HLM, au point que certains ont décidé d'attaquer leurs bailleurs en justice, selon un article de France Soir. Au quartier des musiciens à Argenteuil, comme à la Cité de l'Europe à Aulnay-sous-le-Bois, ou Paul-et-Loire à Bobigny, ou encore depuis le 2 mars à Villetaneuse, c'est à chaque fois la même plainte, la même exaspération. Des ascenseurs qui fonctionnent par intermittence ou sont à l'arrêt depuis plusieurs mois, des délais d'intervention trop longs et des réparations sans effet. Alors mercredi et vendredi dernier, donc à l'invitation de Fouad Ben Ahmed et Hugo Portier, donc deux des représentants du collectif Plus d'ascenseurs en panne, j'ai pu recueillir le témoignage d'habitants. Donc choc psychologique et prise de conscience de l'ampleur du problème, force est de constater effectivement le mépris total fait aux habitants de cette tour dite infernale de 9 étages quand une mère de famille, Raja, la franco-tunisienne, ne peut plus emmener son fils polyhandicapé à l'école depuis le 2 mars. Et plus grave encore, il est privé de ses 5 séances hebdomadaires de soins médicaux. Donc emprisonné dans son appartement, le bailleur, par sa non-considération de la situation médicale de cet enfant, met sa vie en danger, et je n'exagère pas, Christophe. 12 jours pour ouvrir le courrier de cette mère, et même quand elle appelle ou se rend sur place, absence de réponse. Alors pourquoi une solution alternative n'est-elle pas spontanément proposée à cette famille et aux autres pour pouvoir descendre les 6 étages quand des solutions techniques et humaines existent? La vie sociale des habitants des quartiers populaires n'est-elle pas une priorité quand ils n'ont d'autre choix que d'habiter des tours et immeubles voulus par une politique de la ville qui montre des dizaines d'années plus tard toutes leurs limites? Donc on en parlera tout à l'heure avec Fouad Ben Ahmed lors de ma rubrique coup de cœur. Donc je vous mettrai en lien sur cet avis tranché sur ce live la pétition qui a été adressée à Emmanuel Macron et qui a déjà recueilli plus de 50 000 signatures. Merci Hanan, c'est vrai que on n'en parle pas souvent et pourtant c'est extrêmement important. Bien sûr que ces ascenseurs, pour l'avoir vécu, moi j'ai habité pendant plusieurs années dans le 15e étage
et il n'était pas rare que pendant quelques semaines, quelques jours, pourtant on avait 3 ascenseurs, qui les 3 étaient en panne en même temps, et je me rappelle, c'est vrai que de situations un peu délicates, notamment de personnes effectivement qui étaient handicapées, qui ne pouvaient plus sortir de chez eux, et c'est bien en tout cas d'en avoir parlé. Merci Anan. Nasser, peut-être que tu connais ça du côté de Gennevilliers? Oui, je connais ça effectivement. On a connu ça dans un immeuble d'ailleurs très récemment. L'ascenseur était en panne depuis 1 mois et demi. Pendant 1 mois et demi, suite à une pièce qui manquait, qu'on n'arrivait pas à trouver. Et effectivement, il y a aussi certains Chibani qui malheureusement subissent cette misère, cette galère. J'ai été confronté à ça avec le collectif des Chibani à Gennevilliers, où il y a un foyer qui fait 16 étages. Dans les 16 étages, il y en avait certains qui habitaient au 14e étage, et il y avait un ascenseur qui était en panne depuis 2 mois. Donc on avait une personne qui était amputée, qui pouvait pas descendre malheureusement, qui est restée enfermée pendant 2 mois chez lui, et une autre personne qui était sous dialyse et qu'on était obligé de descendre avec l'aide des voisins. Donc voilà, c'est aussi, il y a une répercussion qui est, on va dire, lamentable, qui est scandaleux pour les personnes qui subissent cette difficulté. Et voilà, je pense qu'effectivement, et c'est bien qu'ils aient lancé une pétition. Nasser, parce que... oui, tu as pointé du doigt un vrai problème qui est le problème des pièces détachées. Tout Donc à fait. effectivement, le souci qui se pose, c'est que on doit commander des pièces détachées qui vraisemblablement ne sont pas disponibles sur le territoire français. Et justement, avec Fouad Ben Hamed, on en avait parlé, où il me disait qu'en réalité, pour solutionner ce problème et ces problèmes qui sont récurrents, et on parle de dizaines et de dizaines de cas sur tout le territoire français, il faudrait qu'on ait une centrale française où on trouve toutes ces pièces détachées à disposition. Donc effectivement, ça va coûter un peu d'argent aux bailleurs sociaux, mais je suis désolée, les habitants payent des charges entre 8 à 30 euros par mois, voire beaucoup plus cher, et de toute manière, les bailleurs sociaux sont dans l'obligation de réparer les ascenseurs sous un délai de 48 heures. Donc ils sont totalement hors la loi. Oui. Donc il y a un décret qui est le décret 2001-477 qui fixe des règles quant aux impératifs d'entretien dans un immeuble. Donc chers auditeurs, quand vous êtes face à ce problème, dorénavant, vous tapez sur internet collectif ascenseur en panne. Sur toute la France, on a plusieurs collectifs qui sont mobilisés, dont le collectif Plus d'ascenseurs en panne, qui en 1 an et demi, je le précise, a fait plus de 50 interventions sur tous les territoires français. Donc, avec un petit peu de pression, croyez-moi, c'est réglé très rapidement. Ouais. On vous mettra le lien de la pétition donc sur le statut du live de Hanan Zawani sur Facebook, Christophe Le Grand Forum. Ma chère Hanan, l'heure est donc arrivée pour nous présenter notre nouvelle invitée. Je te l'espère, ma chère Hanan. Oui, tout à fait. Alors avec nous, Mohamed Kenissi, donc qui est le fondateur de l'association Herménéo. Bonsoir Mohamed. Voilà, donc bonsoir Mohamed. Bonsoir. Bienvenue. Alors, tiens, le micro est... Bienvenue sur France Maghreb 2. Merci. Donc Mohamed, en fait, qui est franco-tunisien, donc qui est arrivé... Ce sont des choses qui arrivent. Voilà, des bonnes choses qui est arrivent d'ailleurs. Il faut qu'il soit fier d'ailleurs. Des bonnes choses Parce que qui t'es pas tout seul arrivent. aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai que la Tunisie est bien représentée en force, dites donc aujourd'hui, Voilà. c'est bien. Aïchek. Donc Merci Christophe. Mohamed qui est arrivé en France à l'âge de 19 ans, qui a fait ses études dans un master de finance. Il y a un deuxième master en audit et contrôle de gestion. Exactement. Qui était dans une petite ville du sud de la France. Albi, voilà, où il se sentait un petit peu isolé par rapport à sa foi musulmane, qui est remonté sur Paris justement pour avoir plus de liens avec cette foi, en tout cas avec la communauté musulmane. Donc Mohamed, je vais te laisser présenter ton parcours tout simplement. Qui es-tu? D'où viens-tu? Pourquoi être monté sur Paris? Qu'est-ce qui s'est passé durant toutes ces années? Et qu'est-ce qui t'a amené finalement à créer cette association pour le vivre ensemble qui s'appelle Herménéo? bonsoir à tous, enfin bonjour à tous, à toutes. Disons en montant à Paris, donc je transportais avec moi des questions existentielles, donc auxquelles j'avais pas réponse, et j'avais redécouvert la foi il y a une quinzaine d'années. Donc changement de
lieux, de cadres. Donc j'étais donc assoiffé de connaissances et j'avais repris donc des études de religion à l'ancienne pendant 6 ans. Donc avec un engagement classique donc dans la communauté, Coran, arabe pour les petits, les mosquées. Après donc le dialogue interreligieux qui est venu à plus tard. Et après donc j'ai eu l'occasion en fait de me donner en fait la chance. Il y a ma famille contribue pour beaucoup de m'épanouir. Donc j'ai pu faire une formation donc à l'Institut de haute étude du monde religieux, c'est un peu à l'image de l'EHEDN. Une formation onéreuse mais excellente pour comprendre. Donc c'est à 10 000 €, c'est ça? Onéreuse, tu peux le dire. On peut comprendre en fait l'envers du décor de l'organisation du culte, les enjeux contemporains du monde religieux en France. J'ai fait donc un DU aussi religion et laïcité. Je fais de la théologie chrétienne aussi. Je fais aussi un travail de recherche à l'école pratique des hautes études, donc à la Sorbonne, sur l'apostasie. Et ce qui était intéressant durant ton parcours scolaire, c'est que durant justement cette scolarité, tu as fait un stage et tu as choisi comme lieu de te rendre au Vatican. Donc explique-nous un petit peu ce que tu as découvert là-bas. Alors c'est un voyage d'études pour comprendre en fait le Vatican de l'intérieur, donc avec des rencontres extraordinaires, donc avec les présidents des dicastères, ça veut dire les ministres en fait, le dialogue interreligieux, les ministres des affaires étrangères, le responsable de com par exemple du pape, l'ambassadeur de France auprès du Vatican. Donc comprendre un peu cet état, comment ça fonctionne, le poids de l'Église. Après je m'intéresse beaucoup à la doctrine sociale de l'Église et ça correspond un peu aux besoins peut-être de la communauté musulmane. Enfin si on peut parler de communauté, ça c'est pas un groupe monolithique, mais ils sont un peu en avance vu qu'ils travaillent maintenant sur la bioéthique, ils ont des réponses, des réflexions et je pense qu'on est un peu loin sur ce stade-là. On peut aussi donc avoir des partenariats, des retours d'expérience intéressants. Donc en tout cas, c'est lors de ce voyage qu'a commencé à se fomenter en toi cette envie de discours interreligieux, de vivre ensemble. Ça a commencé avant, mais j'avais en fait, j'étais un peu lassé en fait de. Allez, je vais mettre un peu les pieds dans les plats. En fait, les couscous de la fraternité, les thés de l'amitié. Vous avez Marie dans la Bible, nous aussi dans le Coran. Tout va bien, c'est magnifique, paix et amour. Et en fait, et on oublie en fait tout l'impensé religieux en fait des années 70-80. La présence musulmane étant, on va dire, au début c'était docile et invisible. Et il y a un retour un peu fracassant du religieux qu'on doit régler ensemble. Donc les amalgames, ça n'aboutit à rien, ça ne construit rien. Les dialogues interreligieux, donc façon couscous, thé, repas, sourire, et on débat, enfin, on réfléchit pas les questions de société. Donc j'en avais en fait un peu marre, excusez-moi du terme. Oui. Et aussi les débats théologiques, enfin les débats de coq, chacun a la vérité absolue, où il y a beaucoup de likes, beaucoup de vues. Mais ça construit rien derrière, donc c'est encore c'est quelque chose en fait qui m'a poussé en fait à réfléchir un peu davantage, et c'est un peu Herménéo, c'est l'aboutissement de plusieurs engagements. Donc il y a moi, mais il y a aussi un groupe de jeunes, des parcours différents. D'accord. Alors Herménéo, ça veut dire quoi, Mohamed? Herménéo, c'est un verbe grec en fait qui est à l'origine c'est à l'origine en fait de l'herméneutique. Donc on peut le traduire par traduire et interpréter les textes sacrés. Donc le point de départ, c'était que les textes sacrés d'origine divine ou philosophique, chacun ses textes sacrés, on les découvre essentiellement en français, et après c'est à nous de les interpréter donc au quotidien ensemble. Alors il y a ce colloque qui aura lieu donc ce 7 avril, samedi prochain, c'est à Paris. D'ailleurs, c'est à Saint-Jacques, hein, côté de l'université, je crois. Il y a une université à côté de Saint-Jacques. Tout à fait. Absolument. Il y a justement ces fameuses chambres d'étudiants qu'on a tous connues du côté de Saint-Jacques. Ce colloque, il a quel objectif? De quoi allons-nous parler pendant toute cette journée, puisque ça dure une journée entière, hein? Tout à fait. Donc ça commence à 9h, ça finit à 18h30 normalement. Et on va parler, en fait, on a essayé de réfléchir aux thématiques qui sont chères à tous, dans un objectif de réflexion, de partage de connaissances. Parce qu'aussi dans le monde associatif, en fait, dit interreligieux, interconvectionnel, je dirais qu'il y a quelque chose de tabou, on ne partage pas.
ses connaissances, on ne partage pas ses expériences, on reste dans le confort de ce qu'on fait, et voilà. Donc on commence par déconstruire les préjugés avec des approches différentes. D'accord. Donc des intervenants de Lyon. On peut avoir quelques noms peut-être d'intervenants. Oui, l'association, enfin c'est plutôt des associations, il n'y a pas de nom de monsieur, enfin de personne, d'homme avec un grand H. Association Les Racines de Demain, association La Lab, le GAIC, groupe d'amitié islamo-chrétien. Le modérateur, donc c'est Michael Barrer, donc c'est un consultant et qui dirige le site Comprendre le judaïsme. Et c'est un monsieur qui est engagé donc à présenter en fait le judaïsme essentiellement à des jeunes, essentiellement non juifs, depuis une quinzaine d'années. Donc là, donc c'est 3 approches différentes. On essaiera aussi d'échanger, donc à chaque table ronde, d'échanger avec le public. Alors, le public, Mohamed, c'est essentiellement des acteurs associatifs et des représentants de structures, donc ça reste professionnel. Ça reste des acteurs de terrain. Qui n'ont pas forcément toujours, pour des raisons politiques, partisanes, religieuses, l'occasion de se voir. Il y en a un à côté de toi, hein, Mohamed. Hein, tout à fait, qui est invité le samedi, qu'on a invité depuis le 11 mars d'ailleurs. Voilà. Donc, il t'a pas répondu encore? Si, enfin, il a bien reçu. Oui. Et t'as pas répondu? Si, c'est en cours. Voilà, c'est en cours. Donc, comment se faire griller bêtement, Nasser Agili? Non, mais je négocie avec le boulot pour y être. Ouais. Donc, on a essayé en fait voilà, c'est un peu notre contribution de vivre ensemble, mais un peu intelligent et un peu sans langue de bois. Ma chère Anan, on peut dire. Alors moi, je suis invité. Il peut limite inviter toute l'équipe du LGF. Hein, là, il peut inviter toute l'équipe du LGF, oui. Absolument, ouais. En tout cas, qui sont bien militants pour le coup. Alors, si j'ai bien compris, c'est une journée où effectivement les acteurs de terrain seront invités. Le grand public, lui. On a essayé au début donc de réserver ça pour les acteurs de terrain, les professionnels, les enseignants, les éducateurs. Et après, donc sous la pression de quelques amis, donc on a ouvert. D'accord. Un petit nombre en fait pour le public engagé donc et intéressant, avec une petite participation aux frais, à savoir qu'il y aura un petit déj, un repas qui sera offert, je pense de 15 €, voilà. Voilà, donc on essaiera en fait de véhiculer quelque chose de positif aussi, parce que beaucoup d'acteurs sont fatigués. Donc il y aura des retours d'expérience. Oui. Un petit peu isolé en fait, peut-être plus que fatigué. Parce qu'on voit pas. Alors, si on parle de religion, donc forcément on va parler de laïcité. Oui. Alors les 4 thèmes, Mohamed, il y a déconstruction des préjugés. Donc moi, un thème qui m'intéresse particulièrement, c'est l'éthique et l'engagement citoyen. Oui. On ne cesse d'en parler ici au LGF. Un petit peu étonnant, enseignement du fait religieux à l'école. Je ne savais même pas que ça existait, je pensais que c'était interdit. Et les enjeux... Sauf dans les écoles privées. Oui, sauf dans les écoles privées, mais Mohamed va nous préciser. Et puis le dernier, les enjeux contemporains de la laïcité. Oui. Ah oui, non, alors, j'ai bien compris. Mohamed, si vous vous référez au programme d'histoire, on étudie effectivement les religions, mais en dehors de ça. Oui, alors le fait religieux, c'est le terme en fait qui s'est imposé depuis le rapport Debré, depuis 2002. Et donc on utilise en fait dans le milieu universitaire et un peu partout, donc on dit l'enseignement des faits religieux. C'est vrai qu'avec le HEMR, j'ai pu aussi mener une enquête sur l'étude d'enseignement des faits religieux. C'est quoi le HEMR? L'Institut des hautes études du monde religieux. D'accord, ok. Donc on a fait donc une enquête sur l'enseignement des faits religieux. Donc on s'est intéressé donc depuis 2002 jusqu'à 2015 et on a choisi l'année 2015, donc la gestion post-attentat. Okay. Donc je ne sais pas si les résultats de l'enquête donc seront publiés publiquement ou bien seront adressés à l'Observatoire de la laïcité, donc plutôt donc au monde universitaire. Mais qu'est-ce que vous entendez par l'enseignement du fait religieux à l'école? Alors c'est la manière dans laquelle en fait on peut décrire la façon savante d'aborder en fait les faits historiques, les naissances des religions. Lors de cours d'histoire, de lettres, de philosophie, sans la partie confessante. Mais on peut pas dire qu'il y a des cours de faits religieux, pas en dehors de... mais c'est différent des cours de religion. Par exemple, l'islam, c'est rapide dans les cours d'histoire. Hein. Malheureusement, voilà, donc c'est essentiellement sur les manuels de 5e, donc voilà c'est ça. Ouais. Et toujours, en fait, on aborde la chose, donc le côté militaire, voilà, donc le côté qui fait peur. Ou le côté qui construit rien. En plus, l'enseignement, il est fait du point de vue de la France, mais le fait religieux, son histoire, est-ce qu'il peut pas être traité différemment, de manière plus objective?
Plus objectif, je sais pas. Je sais que j'avais assisté donc en septembre donc à l'école pratique des études, enfin plutôt à l'Institut européen en sciences de religion. C'est une première fois un séminaire pour les chercheurs en enseignement des faits religieux européens. Donc on sait qu'à l'échelle européenne, il y a des cours de religion, il y a une relation un peu plus appuisée avec la religion. En Allemagne notamment, je crois. En Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie. Même dans les pays scandinaves. Est-ce qu'on peut parler de spécificité à la française par rapport à ces problématiques dues à la religion? De crispation. Oui. De crispation parce que l'impensé religieux donc a duré longtemps et vu qu'on a un principe en fait suprême, à savoir la liberté d'expression, la liberté de conscience. Oui, qui est souvent entaché, pardonnez-moi. Oui, non, forcément, mais non par principe, enfin théoriquement. Donc ça a donné en fait cette liberté intellectuelle à donner plusieurs interprétations donc de la laïcité, mais on oublie toujours qu'il y a un seul mode d'application, à savoir les lois. Bien sûr. Et devant la loi, on est tous, on doit tous d'accord. D'autant plus qu'on a un organisme, ça s'appelle l'Observatoire de la laïcité, donc qui est là donc pour trancher, pour donner ses avis, pour éclairer, pour former. Et là justement, au niveau de votre thématique, vous en avez une qui est hyper intéressante, qui est les enjeux contemporains de la laïcité. Donc comment vous allez l'aborder et qu'est-ce que je vais apprendre moi qui suis intéressée par cette thématique? Venez qu'est-ce que ça va m'apporter? Répondez-lui, venez, tu verras. Venez le samedi. Non, ça sera comprendre un petit peu. Ça sera avec Monsieur Nicolas Cadenne, donc le rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. D'accord. Je pense en fait l'engagement. D'ailleurs, je vais revenir plutôt à l'engagement donc Arménio. Donc nous on présente une découverte non confessionnelle en fait d'héritage religieux et philosophique. On parle de religion, donc forcément formation à la laïcité. Et l'idée de génératrice que on va dire la communauté musulmane elle est considérée comme une catégorie sociale trop stigmatisée avec cet étendard de la laïcité. Comment en faire de cet élément-là plutôt un élément d'épanouissement? Comment s'approprier ce cadre et dépasser en fait non pas le stade de revendication pour s'épanouir et pour dire voilà on a une valeur ajoutée à l'ensemble de l'association, ce qui rejoint un peu la deuxième table ronde. Donc de cette éthique très riche, l'engagement se porte au-delà de sa communauté de foi, mais pour l'ensemble de la société. Je pense qu'on a tous à gagner à se former sur la question. Oui. Et à renverser un peu la vapeur. On rappelle, le colloque c'est ce samedi, donc 7 avril. C'est réservé, vous l'avez compris, à un public professionnel, enfin des militants, etc. Une petite partie pour le grand public, en tout cas ceux qui sont intéressés. Tout à fait. Comment fait-on justement pour réserver sa place? Il y a un événement qui a été lancé ce matin sur la page Facebook. Oui. En pré-inscription, donc voilà. La page Facebook c'est Arménio, tout court. Arménio. Donc la page Arménio. Donc H-E-R-M-E-N-E-O. Voilà. Je voulais juste rebondir, en fait, il y a une partie qui est très intéressante, des retours d'expérience. Ouais. Donc on a un couple qui vient de Lyon. C'est un couple totalement épanoui, donc 2 acteurs mais qui sont très très dynamiques. Donc voir qu'on peut en fait être militant, être acteur sur le terrain, H24, mais être aussi épanoui dans sa vie privée. Alors on en connaît. On connaît un couple d'ailleurs, qui est très épanoui et qui est très militant. Suivez mon regard. Après aussi, on a un retour un peu de structure très officielle. Donc la mairie de Bordeaux, donc l'adjoint au maire, donc Monsieur Marek Fetou, l'adjoint au maire, donc chargé de l'égalité et la citoyenneté. Ouais. Donc lui, il était donc occupé cette date-là, mais il envoie en fait Monsieur Letes qui le représente, qui est stagiaire donc auprès de lui, pour présenter un peu comment une mairie met en place en fait tous ces sujets, donc les combiner que si on parle enfin entre guillemets la prévention de radicalisation, donc ça passe aussi par l'égalité de chance, ça passe aussi par la construction de préjugés, c'est tout un ensemble. Et alors Mohamed, dernière petite question avant la pub, de toute façon tu restes avec nous, mais comment tu analyses le fait que Emmanuel Macron a prévu de rendre ses différentes actions qu'il entend mener pour l'islam de France, et on sait apparemment d'après les bruits qui courent, il a beaucoup de mal, il consulte beaucoup et il s'aperçoit finalement que peut-être le chantier est un peu plus conséquent que ce qu'il avait prévu au départ. Je pense. Alors déjà il y a quelque chose d'un peu plus important donc en amont. Il faut voir de côté laïcité ce que c'est fait. Donc il y a tout un conseil de sages qui a été dicté avec une composition donc mettant on va dire tout de tout bord. Voilà, des républicains, c'est un peu inquiétant leur conseil des sages. Hein. Non, voilà. Donc il y avait un peu les laïcards, un peu des membres de l'Observatoire de la laïcité. Donc je pense que dans un objectif un peu d'annuler un peu donc en interaction donc rien qui sort pour le dossier Islam de France, il est tout simplement hors sujet. Donc je pense que même donc nous on avait des contacts en fait avec des structures.
je connais un peu, on va dire, côté administration. Voilà, donc faut pas en attendre grand chose en fait, si j'ai bien compris. Non, absolument pas. Bon. Il y a une déconnexion totale avec la masse en fait, et même ça aussi c'est les enjeux des grandes fédérations. Je pense que les nouvelles générations verront les choses différemment. Est-ce que je peux te poser une question à laquelle cela nécessite une réponse très courte? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une véritable communauté quand on y voit une telle diversité, peut-être un tel fossé qui s'est creusé? Est-ce qu'on peut encore parler de communauté quand on parle des musulmans? Sans être communautaire, pourquoi pas? Avec des petits guillemets, mais sans retomber dans le piège de penser que c'est un groupe monolithique qui pense. C'est un piège de... Oui, en fait, parce que on va dire ceux qui sont dans un repli, en fait, sur soi-même, dans une approche d'enfermement, autant on va dire les islamophobes utilisent les mêmes termes, les mêmes éléments de langage. Hein. Bon, bouge pas Mohamed, t'as vu que Nasser a été très silencieux, je crois qu'il se réserve pour samedi. Hein, et voilà. Restez avec nous dans un instant, justement Nasser Lajili qui prépare lui son avis tranché. On va parler de quoi dans un instant, Nasser? On va parler de Gaza, la situation à Gaza, et faire un point sur l'impunité totale pour Netanyahou. C'est le cas de le dire. Voilà. Dans un instant, donc sur France Maghreb 2, et le zapping bien sûr, et les coups de cœur, parce que cette émission, je dois vous le dire, et en toute transparence et honnêteté, s'arrêtera à 17h50 ce soir, parce que oui, je dois rentrer à la maison. Bon, c'est n'importe quoi aujourd'hui la technique, mais bon, on est là sur France Maghreb 2, en direct, bien sûr, avec vous. Ça s'appelle le Grand Forum avec Anan Zawani et Nasser Lajili qui sont avec nous, bien sûr. Oui. Alors, on enchaîne maintenant et on est toujours d'ailleurs avec Mohamed Kemissi qui est avec nous de l'association Herménéo, absolument. Voilà. Alors, on va enchaîner avec un nouvel avis tranché. Mohamed, tu vois, c'est nos intervenants, nos chroniqueurs qui chaque jour, on leur demande de nous préparer un petit avis tranché sur le sujet de leur choix. Et ils ont ainsi 2 minutes en moyenne pour essayer d'argumenter leur sujet, d'essayer de convaincre, quelque sorte, si toutefois il reste à convaincre, parce que le sujet qu'a choisi notre ami Nasser Lajili, il n'y a plus besoin de convaincre grand chose, à part peut-être ceux qui sont complètement aveugles, et il y en a quand même pas mal. Bonne soirée à tous, voici l'avis tranché de Nasser Lajili. Alors piétinez-moi, allez-y! Et on peut quasiment en appeler à une cécité modérée concernant Gaza, la situation des Palestiniens, Nasser. Après les 17 morts et les centaines de blessés gazaouis parmi les manifestants pacifiques, assassinés par l'armée qui se dit la plus morale du monde, on peut se poser une question. Mais pourquoi ne déploie-t-on pas des casques bleus pour s'interposer à la frontière entre Gaza et Israël? En effet, il y a actuellement 15 endroits dans le monde où les casques bleus des Nations Unies sont déployés pour maintenir la paix, y compris au sud du Liban par rapport à la frontière israélienne. Alors, sans même parler aujourd'hui du cas de la Cisjordanie qui se présente différemment, cela devrait être possible pour la bande de Gaza. Alors pourquoi n'est-ce pas envisagé? Sans aucun doute parce que le gouvernement israélien s'oppose. Il veut continuer à se comporter comme il l'entend, sans limite, à l'extrême violence qu'il se permet, sans que des tiers intervenants ne puissent s'interposer, ni même témoigner et alerter l'opinion internationale. Parce qu'évidemment, si jamais il y a un accrochage entre l'armée israélienne et les casques bleus, cela aurait bien évidemment des répercussions médiatiques et politiques très importantes, ce que les dirigeants israéliens veulent à tout prix éviter. Alors le Conseil de sécurité des Nations Unies ne discute jamais de cette possibilité, car on sait très bien que les États-Unis y opposeraient leur veto. Une fois de plus, les Nations Unies montrent leur impuissance à s'opposer à la loi du plus fort, et c'est du côté des citoyens du monde entier qu'il faut se tourner pour répandre l'idée qu'ils ont un rôle à jouer en pensant au boycott les produits des sociétés impliquées dans l'oppression du peuple palestinien. L'arme du boycott a une efficacité, car c'est un petit geste, mais qui peut être multiplié par des millions de gens. La preuve en est que l'État israélien craint ce boycott puisqu'il le dénonce régulièrement, Christophe. Voilà. Merci Nasser, c'est court, c'est efficace. Et voilà. Tiens Mohamed, peut-être là-dessus, je sais pas si tu souhaites réagir sur ce qui se passe à Gaza sous un silence assourdissant. Et pourtant, le monde regarde la Palestine mourir à petit feu chaque jour.
Bon, Hermélion, ça reste une association donc apolitique, mais Mohamed Kénissi donc reste un humain avant tout. Donc je pense que tout humain, oui, un défenseur de la justice. Absolument. Donc ne peut pas rester en fait les bras croisés devant tout ce qui se passe. Donc tout ce qui continue en fait à se passer comme injustice en fait. Pourtant, oui, je t'en prie. Pourtant en fait il y a beaucoup de militants pour la paix, beaucoup de voix, mais qu'on entend très peu. C'est vrai. Ouais. Alan, sur l'avis tranché de notre ami Nasser. Un bon avis tranché, hein, on est d'accord sur tout, évidemment. On en a parlé encore samedi, je crois qu'il n'y a plus grand-chose à dire, hormis qu'il faut absolument que ce gouvernement prenne ses responsabilités, s'engage pour que Israël libère les territoires colonisés, et c'est à eux de s'engager dans la paix. On dit des Palestiniens et de l'État palestinien qui ne veut pas s'engager sur la paix. Mais libérer les territoires colonisés, c'est quand même un apartheid qui se passe. C'est le premier apartheid au monde, et qui dure depuis des dizaines d'années. Donc la marche du retour, elle a bien un sens. Elle demande à ce que des réfugiés palestiniens qui sont en dehors de leur territoire rentrent chez eux. On leur a promis le retour, et ça fait plus de 30 ans, plus de 40 ans qu'ils peuvent pas rentrer chez eux. Donc à un moment, stop, ça suffit, réveillez-vous le gouvernement. Voilà. Oui, Nasser. Ouais, on a vu ce qui s'est passé ce week-end suite. C'était vendredi le 31 mars. Vendredi, tout à fait. Ce qui est hallucinant aussi, je voulais rajouter un point là-dessus, parce que je sais pas si vous avez remarqué, les médias, comment dire, ont une position qui m'agace de plus en plus. Parce que on a eu exemple on sait très bien que la situation à Gaza s'est dégradée. Ouais. On a vu que l'armée israélienne a tiré sur des pacifistes parce qu'ils n'étaient pas armés. Aucun soldat blessé face à ces Gazaouis. Et moi, ce qui me révolte le plus, c'est que on en a parlé pendant tout le week-end, mais en lançant la pierre sur le président turc, comment il s'appelle, Erdogan, qui disait Israël de terroriste. Voilà, qui a qualifié Israël Netanyahou de terroriste. Et on s'est fixé là-dessus. On a parlé en disant qu'il rajoutait de l'huile sur le feu, mais on n'a pas parlé de ce qui se passait réellement à Gaza, et pour éviter bien évidemment d'aborder cette question qui fait mal, et bien mal d'ailleurs pour le peuple israélien, et même pour la France aussi. Donc voilà. D'ailleurs, il y a un excellent billet signé Ziad Medouk sur Safir News, absolument à lire, où il parle justement de la situation à Gaza qui n'évolue pas, ou plutôt pas dans le bon sens, mais dans le cas contraire, c'est dans le pire, évidemment. C'est parti, mesdames, messieurs, pour le zapping. Le Grand Forum, le zapping sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Le zapping, il arrive à la fin maintenant. Bah oui, écoutez, on fait ce qu'on peut, ma chère Anana. Alors, dans le zapping, tiens, pour commencer, un professeur de mathématiques a une drôle de manière de faire cours à ses élèves. Il rappe. Je vous jure que c'est vrai. 10 fois 6, 48. 8 fois 7, 56. Et tous ceux sont imagines, et vous êtes 8 fois 8, 64. 8 fois 9, 72. Maintenant je suis fort en maths, alors qu'avant c'était la 12. 7 fois 6, 49. 7 fois 7, 49. On estime aujourd'hui que notre atmosphère ambiante est un mélange de gaz dans les proportions suivantes. 78% de diazote N2, 21% de dioxygène O2 et 1% pour le reste. Argon CO de vapeur d'eau. Bravo! Un professeur New Generation qui effectivement fait ses cours de maths en rappant, c'est pas mal, non? C'est excellent. Ouais, c'est pas mal. Excellent, franchement, c'est très classe, je trouve. Ça pourrait faire. Très américain. Ouais, c'est ça fait, Ouais, ça peut peut-être donner envie de faire des maths pour certains, en tout cas. Parce qu'on sait que les maths, c'est quand même dur, hein, voilà. Ah ouais, non, c'est casse-tête, surtout quand on nous parle de carré, de machin, de X, Y. J'ai jamais rien compris, moi, je sais pas vous, mais bon. On enchaîne avec, dans le zapping, un petit tour d'ailleurs par la télé, tiens, ce week-end, avec Boudère, qui était l'invité de Salut les Terriens chez Ardisson. Et, eh bien, il y avait face à lui, Yvan Attal, qui en a profité pour une nouvelle fois stigmatiser les musulmans. D'ailleurs, ça a fait un petit peu écho avec ce dont on parlait tout à l'heure. Moi, je suis de confession musulmane. Dans ma famille, mon voisin d'en face est juif, celui qui est en haut il est athée, celui qui est en bas il est chrétien. On a toujours vécu truc je suis pas d'accord, mais ça on est d'accord. Voilà, mais c'est pas tous les jeunes ou tous les. Non, voilà. C'est pas ça. On parle du salafisme. Il n'y a pas de problème. Moi, je voudrais quand même
te dire quelque chose. À moi? Oui, à toi. D'accord. Ça veut dire que je voudrais dire qu'il y a un moment, les musulmans de France ne peuvent pas faire comme si ils ne se rendaient pas compte qu'il y avait des musulmans de France modérés républicains, mais qu'il y avait une partie d'une population musulmane qui est extrémiste, qui tient un double discours, laisse-moi terminer, qui tient un double discours. Il y a un antisémitisme évident dans toutes ces banlieues. On peut pas faire comme si ça n'existe pas. Moi aussi, j'ai grandi dans une banlieue. Ma voisine, c'était une musulmane. Je peux tenir le même discours. Mais aujourd'hui, on sent bien, il y a qu'à voir les réseaux sociaux. J'ai tourné avec une fille. Parce qu'elle a tourné avec moi, on l'a traitée de pute sioniste. Ça vient d'où? Camélia Jordana. Tout simplement parce qu'elle a accepté de tourner un film avec moi, c'est devenu une pute sioniste. Je pense qu'il faut regarder les choses. Et on a assez entendu pas d'amalgame pour ne pas faire cet amalgame. En même temps, c'est aussi aux musulmans de France de descendre dans la rue et d'exprimer cette chose, de dire nous sommes musulmans de France, notre religion n'est pas incompatible avec la République et nous combattons tous les musulmans qui ne sont pas compatibles avec la République. Et on ne peut pas continuer à faire comme si, se dire je suis un musulman, moi aussi, je suis ci, je suis ça, Yvan Attal qui sort des chiffres sur l'antisémitisme dans la banlieue sans peut-être aucune étude. Ah bah certainement sans aucune étude. C'est le premier. Il demande aux musulmans de sortir dans les rues pour dénoncer le comportement de quelques autres. Qui sortent dans les rues pour dénoncer le comportement d'Israël, j'ai envie de lui dire. Oui, non, mais c'est autre chose, ça. Ouais. Non, mais oui. C'est bien beau. Moi, je trouve ça scandaleux qu'on toujours renvoie la question des musulmans, comme si que c'était les musulmans, comme si que les musulmans cautionnaient ce qui se passait avec le terrorisme qu'on a en France. Mais personne cautionnerait ça, personne l'accepte. Faut qu'on arrête avec ce discours. Ça commence à me gonfler pour de vrai, parce que c'est toujours les mêmes personnes qui parlent, et on invite toujours les mauvaises personnes dans les médias. Ils parlent au nom de je sais pas qui. On nous ramène et on nous renvoie, on nous attaque au quotidien. Ça parle que de l'islam et des musulmans. Franchement, ça commence à me gonfler. Nasser, voyons. Non, mais ça me gonfle. Ça me gonfle parce que c'est toujours la même chose. Là, on en reparle encore une fois. Franchement, ils méritent pas qu'on discute d'eux parce que voilà, je sais pas, c'est toujours la même chose. C'est toujours le même quotidien à s'attaquer à une communauté qui est assez faible, on va dire médiatiquement. Bon, voilà. Mohamed, un petit mot là-dessus? Sincèrement, cet amalgame, moi, je vais essayer de porter en fait une autre voix. Je peux comprendre, je peux expliquer, mais je ne peux excuser. Je peux comprendre qu'il a une peur, une frustration. Je peux comprendre qu'il a beaucoup d'inquiétudes, mais je ne peux excuser en fait tout ce glissement facile, tout cet amalgame en fait véhiculé à outrance en fait. Terrorisme, islamisme, islam, musulman. Et voilà, faire le tout avec rajouter un peu de sauce banlieue et voilà, et le tour est complet. Et du coup, donc on est toujours Mais je suis d'accord avec toi. On prend l'exemple, tout à l'heure, on a eu Hanan Sharihi. Elle a été victime. Oui. Victime d'un acharnement. Sa mère, qui était morte. On a parlé d'elle comme si que c'était une personne en moins ou une musulmane en moins dans ce pays. Mais jusqu'à quand on va arrêter? Comment voulez-vous qu'on demande aux musulmans de faire des efforts quand vous les rejetez au quotidien? Ces gens-là, on les reconnaît même pas. On reconnaît même pas une communauté aujourd'hui, si ce n'est que les attaquer à force. Voilà. Le pire dans ces questions-là, on renvoie les musulmans non pas à leur citoyenneté, mais à leur pseudo-islamité. Oui. Donc. Alors, ça en sera tout pour le zapping du coup. Je pense qu'on a assez morflé là pour le coup. Allez, on va enchaîner tout de suite. Non mais déjà juste Yvan Attal quoi. Moi j'ai pas envie de parler de m'étaler, juste Yvan Attal, le sioniste. Oui. Voilà. Ma chère Hanan Zawani. Oui. Voici le coup de cœur, c'est parti. Ah oui, je vais peut-être me calmer alors. France Maghreb 2, le coup de cœur. Absolument, faut se calmer. Je te laisse le soin de nous présenter ton coup de cœur, il est avec nous au téléphone. Oui, bonjour Foued. Salut Hanan. Alors, je vous présente, chers auditeurs et auditrices, donc Foued Ben Ahmed, donc qui est un natif de Bobigny, un militant associatif et politique extrêmement engagé sur toutes les questions des quartiers populaires, qui depuis 1 an et demi est à l'origine avec 2 autres personnes du collectif Plus jamais sans ascenseur. Donc j'ai eu le plaisir de le rencontrer la semaine dernière, justement suite à une habitante de Villetaneuse qui l'a contacté parce que son fils est polyhandicapé et que depuis le 2 mars, l'ascenseur de cette tour qui compte 9 étages est en panne. Donc on s'est rendu sur Villetaneuse. Donc comme j'ai décrit sur mon avis tranché, pas besoin d'y revenir, chers auditeurs. La situation est totalement scandaleuse. Donc Foued a
toi la parole. Donc pourquoi ce collectif? Quelles sont tes actions? Et puis comment tu fais plier les bailleurs sociaux? Bon, tout d'abord, merci de me donner la parole chez vous. Alors, déjà, bonne nouvelle, l'ascenseuriste était ce matin, enfin depuis ce matin est sur place. L'ascenseur a refonctionné. Il est de nouveau en panne, mais il y a une équipe qui est sur place. Donc la mobilisation d'hier soir a porté ses fruits et le bailleur a vraiment pris l'engagement aujourd'hui d'assurer un suivi quotidien sur cette question qui est une question dramatique. Comme on le disait la dernière fois, il faut savoir qu'une personne qui ne peut pas sortir de chez elle est une personne qui se retrouve en prison, parce que la prison c'est quoi? C'est la privation de liberté. Exactement. À partir du moment où on peut pas jouir de ses allées et venues là où on le souhaite, on est en prison et on est emprisonné. Je remercie d'ailleurs que tu sois venu aussi avec moi la semaine dernière, parce que c'est vrai que généralement quand c'est souvent des personnes en situation de fragilité, c'est toujours bien de pas venir seul, parce que c'est pour une personne qui a un enfant handicapé, c'est très lourd et très dur de dévoiler en fait sa situation devant les autres. Et parfois en fait, on sait que il y a plus de facilité quand c'est une mère de famille, voilà, quand c'est une femme qui m'accompagne, c'est beaucoup plus voilà. Parfois c'est nous on prend en compte aussi l'intimité des gens. Donc là pour le coup, je te remercie toi personnellement de t'être déplacé d'ailleurs à plusieurs reprises avec moi. Oui, alors Fouad, effectivement, ça facilite le contact. Donc explique-nous en quelques secondes ce qui s'est passé hier. Alors hier en fait, donc on a mené notre mobilisation, on a interpellé les pouvoirs publics et donc la mairie pour qu'ils puissent se déplacer. Ils se sont déplacés, ils sont venus, ils se sont expliqués, ils ont rencontré les habitants eux-mêmes ont pris la parole, ont expliqué quelle était la situation sur place. Comment ils étaient désespérés et on a publié ça sur les réseaux sociaux et c'est les réseaux sociaux qui font aussi que les bailleurs après se bougent. On a eu aussi un appui du Bondi Blog parce que le Bondi Blog a publié un article très poignant, un article en fait qui racontait des histoires d'individus, de familles se trouvant dans des situations très compliquées parce que ça crée quand même une certaine précarité. Les gens se rendent pas compte, mais ne pas avoir d'ascenseur, c'est ne pas pouvoir faire de courses en gros, c'est ne pas pouvoir en fait descendre, il faut descendre à la fois un enfant dans les bras, une poussette, deux enfants peut-être en bas âge, c'est un peu tout ça. Il y avait une affiche, tu sais Aman, tu l'as vu cette affiche où il y avait écrit veuillez avec des fautes d'orthographe, mais veuillez enlever vos encombrants, sinon vous pourrez avoir des sanctions. Ouais, mais pour enlever les encombrants, ça serait bien qu'il y ait un ascenseur quand même. Il y a des personnes âgées, c'est tout ça. Fouad, on entend bien ton émotion et on la partage effectivement. Donc là, l'objectif du collectif, c'est effectivement d'accompagner les familles qui se retrouvent confrontées à ces pannes d'ascenseurs récurrentes. Donc comment est-ce qu'on fait pour vous contacter? Comment on fait déjà? Nous notre philosophie, c'est quand on nous appelle, c'est de nous rendre sur place et d'apprendre aux gens à pêcher. On veut pas leur donner le poisson. C'est-à-dire que les gens, on fait en sorte qu'ils puissent s'organiser, se créer en amicale des locataires. On leur dit quels sont leurs droits, quels sont les devoirs aussi du bailleur. Et en fait, parfois, ils ont l'impression qu'ils ont plus de devoirs que de droits, alors qu'en fait, le bailleur, c'est qui l'employeur du bailleur? L'employeur du bailleur, c'est le locataire qui paye ses charges et son loyer. Et très souvent, le bailleur, en fait, il retourne la situation. Donc aujourd'hui, nous clairement, on resitue qui est à quelle place et on donne des outils et des clés pour que les locataires puissent s'organiser. On t'invitera certainement à venir en reparler sur place. Donc pourquoi pas avec Raja prochainement. Donc cette mère de famille. Alors où est-ce qu'on peut aller signer cette pétition? Faut aller sur Google. Oui. Faut aller sur vous tapez sur Google plus jamais sans ascenseur et on est à 49 850. Parfait. Donc s'il y a une centaine d'auditeurs qui signent la pétition ce soir, on passerait la barre des 50 000. Allez, Paris lancé. Paris, voilà. Donc on la met sur Christophe Le Confort. Vous allez voir et puis si vous signez, on sera à plus de 50 000 ce soir. Okay. Allez, ça sera fait mon ami. Je sais que vous avez beaucoup d'auditeurs, donc ça devrait pareil, ouais.
Merci en tout On cas, se dit à Fouad. très bientôt, Merci beaucoup. Fouad, et bravo pour cette À bientôt. Et Anan, on peut se voir vendredi. On a une grosse action avec le même bailleur sur Bobigny cette fois-ci. Donc on pourra se retrouver si tu le souhaites sur Bobigny. Si je peux venir, je viendrai à Bobigny avec grand plaisir pour Merci constater. Fouad. Merci Fouad Benhamed. Et merci à vous. C'est ceux qui font l'actualité qui arrivent à faire changer les choses. Merci. Et vous faites Fouad. l'actualité. Merci Fouad. Salut à toi. À Il sait bientôt, parler aux gens, Fouad. lui. Ah bah c'est un politicien. Nasser Lajili, ton coup de cœur. Ouais, non, mon coup de cœur, bon, il va être rapide, hein. C'était juste pour rendre hommage à la radio France Maghreb 2. Parce que le Grand Forum, bien évidemment, parce que depuis que je l'ai découvert là dernièrement, il y a pas très longtemps, hein, parce que j'écoutais pas forcément France Maghreb 2, et c'est grâce d'ailleurs par l'intermédiaire de Hanel que je suis présent ici aujourd'hui. J'ai su sentir le talent. Non, et Elle t'a marrainé. Non, mais c'est surtout c'est parce que c'est une équipe qui est passionnante. On parle de tout, de culture, de sport, d'éducation, et c'est un échange aussi avec. On s'engueule parfois. Bien sûr, on s'engueule. On a des contradictions et c'est un peu normal. C'est ce qui fait vivre le débat. Et bien évidemment aussi une relation avec nos auditeurs et auditrices, et c'est le plaisir que à chaque fois quand je viens sur Radio France Maghreb, et je salue bien évidemment France Maghreb 2, je remercie évidemment ceux qui tiennent cette radio, et bien évidemment toi Christophe qui anime cette émission depuis longtemps, et oui. Ça a toujours été un succès pour moi de voir comment ton émission tu la gères. Donc, voilà. Merci Nasser, merci beaucoup. Très bel hommage. Absolument. Hommage partagé. Je suis un peu seul contre tous en ce moment dans l'équipe. Hein. Je tiens à le dire publiquement. Vous êtes mis. C'est un acharnement que je subis, moi aussi. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on a le temps de faire un petit Libertad? Moi, j'ai envie, moi, quand oui, même. et puis on va faire découvrir ça à Mohamed qui est avec nous. Absolument. Alors, Libertad, c'est l'échange avec, exactement. avec nos auditeurs. Exactement. Et Bon. voilà. Alors, on y va, c'est parti. Libertad. On m'a tout changé dans mon truc, là. C'est un truc de ouf. Bon. 01 40 33 9000, t'as envie de prendre la parole, c'est maintenant que ça se passe. 01 40 33 9000, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, quel est votre prénom? Joseph. Bonsoir Joseph. Salut à tout le monde. Bonsoir Joseph, on vous écoute Joseph. J'entends rien. Rapidement, parce qu'il y a 3 points vite. Rapidement, la première point, Israël ne va jamais accepter le casque bleu dans une seule condition avec Gaza, qu'il soit sur la terre de Gaza, qu'il ne soit pas sur la terre d'Israël. La première chose, comme ils ont fait avec les Libanais. Les deuxième chose, concernant le Hanan, je suis bien content que tout ce qu'il t'a dit sur la frontière tout à l'heure. Oui. Vous habitez où? Vous habitez où Joseph? Moi, je suis au banlieue parisien. D'accord. Troisième chose, c'est plus important pour Hanan. Oui. Il y a une différence entre un Israélien, un Juif, un sioniste. Ah oui, je suis d'accord. Un Israélien, c'est une nationalité. Bien sûr. Un Juif, c'est une religion. Exactement. Un sioniste, c'est une idéologie. C'est une idéologie. Donc moi, je suis contre l'idéologie. C'est pour ça les drapeaux israéliens, vous voyez 2 lignes bleues. Oui. Avec l'étoile de David au milieu. Vous savez qu'est-ce que ça signifie, les 2 lignes bleues? Non. Non. C'est la rivière des Nil et la rivière d'El Forat. Ça veut dire un sioniste qui croit que l'État d'Israël à partir de l'Irak jusqu'à l'Égypte. D'accord. Voilà. Vous voyez, vous m'apprenez quelque chose. Il ne faut pas faire l'amalgame entre les Israéliens. Mais on l'a jamais fait, mon cher Joseph, donc c'est pas la peine de nous faire le procès à nous, on ne l'a jamais fait. Il fait pas le procès, juste il précise. Non, je fais pas de procès, mais il y a un amalgame parce que tout à l'heure elle a dit. Elle a parlé de personne qui l'a contesté. Oui, mais j'ai dit le sioniste. Voilà. J'ai dit le sioniste, Joseph. J'ai juste dit le sioniste. Je fais absolument pas d'amalgame. Au contraire, ma position a toujours été très claire. Merci Joseph. Bonne soirée à toi. Joseph. Bon retour à la maison. Non, salut, mais il a peut-être mal compris, c'est tout. Oui, voilà. 01 40 ans, parce qu'on nous fait souvent le procès, je veux dire, voilà, il faut faire la différence entre sionistes, machin. Ok, on sait très bien, on connaît les mots, il n'y a pas de problème, on sait faire la différence. Et un sioniste, d'ailleurs, il y a des sionistes qui sont pas forcément juifs, hein, faut le savoir aussi. 01 40 33 9000, bonsoir. Oui, bonsoir, Samy de Champigny. Salut Samy, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ça va, Christophe, tu vas bien? Aussi bien que toi, mon ami Samy. Ouais, c'est Tariq Ramadan qui est en prison, en fait. Ouais. Et il y a Sarkozy qui frappe à la porte et qui dit ouvre, on va faire le ramadan ensemble. Merci Samy. Samy, mon gars. Merci à toi Samy. Voilà, je te préfère dans ce registre Samy, tu vois. Je te préfère. Je m'y attendais pas en fait. C'est Libertad à Mohamed, t'as vu, c'est de la pure liberté, comme t'en verras jamais nulle part. Cherche, tu trouves, tu trouveras pas. Allez, un petit dernier parce qu'on est pris par le temps. Bonsoir, qui est là? Ok, ah bah salut. voilà.
Hein, ça c'est voilà, c'est l'autre tout de suite qui est ressorti hein, du zoo. 01 40 33 9000. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'animaux qui sont enfuis des zoos là, c'est pour ça. 01 40 33 9000. Une petite dernière pour la route pour aujourd'hui, avant que l'on essaie de rentrer chez nous. Enfin que j'essaie en l'occurrence de rentrer chez moi. Allô, bonsoir, qui est là? Ouais, bonsoir, c'est Salim de l'Essonne. Salut Salim, pardon, qu'est-ce qu'il y a? Oui, bonsoir, en fait j'ai une question à me poser. Ouais. Concernant les propos de Marine Le Pen qui disait que les personnes qui commettent... Parle devant ton téléphone s'il te plaît, Salim. Et qui éventuellement seraient expulsés vers leur pays d'origine. Est-ce qu'il n'y aurait pas est-ce qu'il y aurait pas un incident diplomatique par rapport à ce sujet? C'est un incident diplomatique à elle toute seule, Marine Le Pen, sans vouloir lui manquer de respect. Rien comme un attentat ou un Marocain ou un Tunisien, s'il est expulsé et que est-ce que ça va pas créer un... Non mais arrêtez. Ce débat n'a pas lieu d'être. Salim, il n'y a même pas lieu d'en parler parce qu'elle est vraiment pas sérieuse. Tu le sais très bien que ses idées sont parties. C'est de la provocation. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Salim. La question, c'est tout. Hein, c'est oui, mais on te répond aussi, c'est tout. Hein. Salim. Apparemment, les pays concernés du Maghreb n'ont pas relevé, donc elle est absolument pas prise. Elle est pas crédible, la Marine. Hein. Merci beaucoup, Salim. Voilà. C'est tout, pas d'incident diplomatique Salim, pour le moment. on se détend. Tu poses une question, on te répond, voilà. Bonne soirée à toi, mon ami. Rappelle quand tu veux. Tranquille, peace and love, gros. À bientôt. 01 40 33 9000. Je sais pas pourquoi il s'est senti agressé. Je sais pas, ouais, c'est bon. Anan, merci beaucoup. C'est j'allais dire c'est lundi. Merci. Oui, à la semaine prochaine pour moi, lundi prochain. Et puis Nasser, il va partir un peu. Voilà. Je pars loin, je reviens dans 3 semaines. Il va bon voyage à toi. Merci. Nasser. Ouais, je vous abandonne pendant 3 semaines. Mohamed Kémissi, merci beaucoup d'être venu. En tout cas, rendez-vous samedi. Le concours, chers auditeurs du Jeune Talent. Donc vous avez entre 15 à 19 ans, envoyez-nous votre vidéo de 1 minute 30. Donc la vidéo de présentation du concours est sur la page Christophe Le Grand Forum. Donc, merci ma chère Anan. Mohamed Kémissi, merci beaucoup et à samedi, donc le 7 avril. À bientôt. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Sur France Maghreb 2, bien sûr. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits.